Vous connaissez forcément Bigfoot ou le monstre du Loch Ness, mais connaissez-vous les dizaines et dizaines d'autres cryptides? Il y a quelques jours, je vous proposais en collaboration avec Alco une vidéo sur l'iceberg des UFO et UAP. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'iceberg des cryptides. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James, je suis chasseur de fantômes. Et si, comme moi, vous vous intéressez à tout ce qui est paranormal ou étrange, vous êtes au bon endroit. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous voulez soutenir mon travail et si vous voulez voir plus de contenu dans ce genre. Je tiens d'ailleurs à remercier tout particulièrement les auteurs et autrices de ce commentaire et ce commentaire. Et si vous aussi, vous voulez être mis ou mise en avant dans la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, je ne vous garantis pas que cette vidéo soit en une seule partie. Je n'ai pas encore décidé, je vais voir là pendant l'enregistrement le temps que ça prend, mais il est possible que je choisisse de le faire en plusieurs parties. Alors, comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler de l'iceberg des cryptides. Si vous ne savez pas ce qu'est un iceberg, il s'agit d'un système de classification sur la base d'une pyramide, en l'occurrence un iceberg. Vous avez au-dessus de l'eau les tiers les moins mystérieux qui regroupent des sujets plutôt connus en général. Et plus on va en profondeur dans les tiers qui se trouvent sous l'eau, plus on va parler de sujets méconnus ou obscurs. C'est un système qui est très à la mode ces dernières années. Il y a des tas de vidéos sur des icebergs et sur plein de sujets, que ce soit les vidéos prises par des caméras de surveillance, des cas de disparition ou encore de phénomènes paranormaux. Voilà, j'espère que le sujet est un petit peu plus clair pour vous. On est parti pour le tiers 1 de l'iceberg des cryptides. Au sommet de notre iceberg se trouve le mondialement connu monstre du Loch Ness, aussi appelé Nessie. Alors Nessie est ce qu'on appelle une créature lacustre, c'est-à-dire une créature mythologique qui vit dans un lac ou dans une étendue d'eau stagnante. Et cette créature vivrait ou aurait vécu au Loch Ness, un lac des Highlands en Écosse. C'est surtout dans les années 30 que la légende du monstre du Loch Ness s'établit. C'est à cette époque qu'une route longeant le lac est construite, rendant donc l'endroit beaucoup plus visible et beaucoup plus visité. En 1934, Sir Edward Mountain, un particulier qui a fait fortune en travaillant dans les assurances, organise une expédition à la recherche de Nessie. Avec lui, une vingtaine d'hommes va scruter et observer le lac pendant 5 semaines. Malheureusement, cette période passée, en l'absence de résultats, l'expédition est interrompue. En 1961 est créé le Loch Ness Phenomena Investigation Bureau, le bureau d'enquête sur les phénomènes du Loch Ness, qui encourage jusqu'en 1974 les observations et les photographies. En octobre 71, un moine de l'abbaye de Fort Augustus observe le lac lorsqu'il dit avoir vu une créature inconnue s'éloignant vers le large. En 1972, c'est un plongeur qui dit avoir vu une immense créature qui, selon lui, ressemblait à une grenouille, alors qu'il observait l'épave d'un chalutier au fond du lac. Ce plongeur eut tellement peur qu'il refusa de retourner à l'endroit auquel il avait vu la créature. On ne se moque pas des gens qui ont peur des grenouilles. On a longtemps basé la réelle possibilité de l'existence d'un monstre dans le loch sur la présence de grottes souterraines dans lesquelles la créature pourrait se cacher. Mais des années plus tard, il fut établi que le soubassement du loch était en fait en granit et en schiste,
ne pouvant donc pas abriter de grotte sous-marine. La photo la plus célèbre du monstre du Loch Ness est bien sûr celle-ci. Elle a été prise en avril 1934 par un homme du nom de Robert Kenneth Wilson, un médecin londonien. Cette photo a très souvent été partagée dans les médias et est censée représenter Nessie, le cou et la tête sortant de l'eau. Malheureusement, quelques années plus tard, Robert Kenneth Wilson avoua que la photo était un canular. Il s'agissait en fait d'un jouet en plastique. Il avoua également être l'auteur de traces comme des empreintes attribuées à l'époque au monstre sur la berge du Loch Ness. Et des fausses preuves de l'existence de Nessie, il y en a eu et il y en a toujours des tonnes. En 1933 par exemple, des empreintes déclarées comme étant celles de la créature sont publiées dans les journaux. Mais après analyse, ces empreintes sont en fait celles d'un hippopotame. C'est mignon, mais c'est clair que c'est moins fun, quoi. Également, un riverain du Loch Ness a avoué dans son testament avoir créé une réplique du monstre du Loch Ness en bois pour la sortir de temps en temps et ainsi perpétrer la légende. À sa mort, la sculpture en bois a bien été retrouvée dans son garage. Vous l'aurez compris, il n'existe donc à ce jour aucune preuve réelle de l'existence de la créature, mais sa légende est tellement connue qu'elle figure en première place de notre iceberg. À la place numéro 2 de notre premier tiers de l'iceberg des cryptides, mon chouchou, ma seconde passion après les fantômes, Bigfoot. Je vais essayer tant bien que mal de vous faire un résumé, un condensé pour cette légende, parce que vous me connaissez, je pourrais vous en parler pendant des heures. Et ce n'est pas le but avec ces vidéos, il s'agit plutôt d'évoquer des infos clés pour chaque cryptide plutôt que d'aller vraiment en profondeur. Bigfoot est le nom donné à une créature, la plus fantastique qui soit, si vous voulez mon avis, mi-homme, mi-primate, aperçue en grande majorité aux États-Unis, mais également un petit peu en Europe. Elle est également parfois appelée Sasquatch, ce qui signifie géant velu, en particulier dans les récits des Indiens d'Amérique. Le nom de Bigfoot lui a été donné à l'époque de la conquête de l'Ouest, et ce à cause des empreintes géantes retrouvées par les colons. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Sasquatch n'apparaît pas avec justement les populations de ces colons, puisque, comme je vous l'ai dit, on le retrouve déjà dans de nombreux écrits des tribus autochtones. Il est alors décrit comme un géant vivant dans les forêts. Une donnée hyper intéressante est que les tribus établies aux 4 coins du pays dépeignent toutes les mêmes créatures avec les mêmes attributs physiques. Alors que je vous rappelle, les emails, tout ça, les réseaux sociaux, ça n'existe pas à l'époque, bien sûr. Très grande taille, le corps velu et une forte odeur. La preuve de l'existence de Bigfoot, considérée aujourd'hui comme la seule véridique, est sans aucun doute le très fameux Patterson-Gimlin film, tourné en 1967 par Bob Gimlin et Roger Patterson. Et si vous voulez tout savoir sur ces quelques secondes de film qui ont fait connaître le cryptide au monde entier, je vous invite à éventuellement écouter mon podcast sur le sujet, je vous mets le lien en description. Et on va finir le tiers numéro 1 par probablement le troisième nom le plus connu en termes de cryptide, le Yéti. Appelé parfois abominable homme des neiges, il n'y a pas réellement de documentation sur le Yéti. Le Yéti fait partie du folklore du Tibet et du Népal. Et la présence d'hommes sauvages dans ces régions et pays est relatée dès le 4e siècle avant Jésus-Christ, notamment dans des anciens textes religieux. Michel Sartori, entomologiste, directeur du musée de zoologie de Lausanne et cryptozoologue, définit « Yéti est un terme tibétain qu'on utilise pour désigner un humanoïde sauvage et velu qui vivrait en Himalaya. De rares témoignages rapportent l'observation de la créature en elle-même. La plupart du temps, les témoins racontent surtout avoir vu des empreintes. Comme cette équipe de l'armée indienne qui, en 2019, publie une photo d'empreinte géante trouvée dans la neige au camp de base de Makalu, une montagne située à la frontière entre le Népal, le Tibet et la Chine. Les empreintes en question sont longues de 81 cm et larges de 38 cm. En 2012, Brian Sykes, qui est professeur de génétique
humaines de l'université d'Oxford dirige une étude mondiale consacrée à l'abominable homme des neiges. 40 échantillons de poils censés appartenir à Yeti sont envoyés de partout dans le monde. Après analyse, malheureusement, les 40 échantillons sont déclarés appartenant à des espèces connues. Malgré cette absence de preuves, le Yeti continue de tenir une bonne place dans la culture populaire. Il est le sujet de films, livres ou encore de jeux vidéo, et il est même la mascotte de Yeti Airlines, une compagnie aérienne népalaise. Descendons maintenant vers le tiers 2 de notre iceberg des cryptides. Donc je vous le rappelle, plus nous allons en profondeur, plus nous allons aborder des sujets peu connus du grand public. Le Chupacabra est un cryptide réputé sanguinaire, issu du folklore d'Amérique latine et qui aurait la fâcheuse tendance de s'attaquer au bétail. Son nom provient de l'assemblage de deux mots la décrivant parfaitement, Chupa qui signifie suceur et cabra qui signifie chèvre. Donc la créature qui va sucer le sang des chèvres. Comme je vous le disais en introduction, dans le folklore mexicain et portoricain notamment, le Chupacabra est connu pour s'attaquer au bétail en général. Il existe depuis très longtemps de nombreux témoignages attestant l'avoir vu s'attaquer à des troupeaux en pleine nuit. Et les témoins décrivent Chupacabra comme ayant des yeux rouges, ne portant aucune fourrure et ayant parfois le corps d'un chien, parfois le corps d'un reptilien et enfin parfois le corps d'alien. Oui, d'alien. J'ai du mal à imaginer le mélange, mais pourquoi pas, ok. La légende de ce cryptide naît au début des années 90, lorsque des journaux portoricains commencent à rapporter la mort de nombreux animaux dans des fermes dans et autour la ville de Mocha. Chevaux, poules, oiseaux et chèvres se font massacrer sans que personne ne sache ce qui leur arrive. Très vite, la légende du Chupacabra se propage dans d'autres pays comme le Brésil, l'Argentine, le Chili, le Mexique ou encore les États-Unis. C'est dans ces pays que de nombreux corps d'animaux sont retrouvés présentant 2 trous au niveau du cou et vidés de leur sang. Bien sûr, les 2 trous au niveau du cou font de suite penser à une autre créature folklorique, le vampire. Les 2 légendes auraient donc le même mode opératoire sans pour autant avoir les mêmes proies. Les vampires s'en prennent aux humains et le Chupacabra s'en prend plutôt aux animaux. Bien que le Chupacabra soit cité régulièrement parmi les cryptides les plus connus, les scientifiques ont cependant essayé de trouver le coupable selon eux véritable derrière les massacres de bétail. Ainsi, les Chupacabras ne seraient pas des créatures légendaires extraordinaires, mais possiblement des canidés atteints d'une forme extrêmement aiguë de gale. La maladie expliquant donc la maigreur de la bête, comme rapporté par les témoins, mais également l'absence de poils et de fourrure. Cette théorie n'a pourtant pas pu être totalement vérifiée, puisque la gale n'a pas été retrouvée sur toutes les victimes de ces canidés supposés. Malgré cette tentative de démystifier la bête, le Chupacabra reste encore très présent dans le folklore et dans la pop culture. Comme par exemple dans le jeu Red Dead Redemption, dans lequel le joueur ou la joueuse doit se débarrasser de Chupacabra, ou encore comme dans la série X-Files ou The Walking Dead. Selon la légende, Gothman serait une créature hybride ressemblant à une grenouille. Pas du tout, bien sûr. Le Gothman est décrit comme une créature faisant un peu plus de 2 mètres, ayant un corps de chèvre et un buste humain. Il existe plusieurs versions ou légendes rattachées au Gothman, mais ce cryptide est plus largement associé avec le Maryland, la Louisiane ou le Kentucky aux États-Unis. L'origine de la légende en elle-même est très difficile à retrouver, mais la version la plus commune est celle qui raconte que le Gothman serait un berger devenu fou après que son troupeau ait été massacré par un groupe d'adolescents et qui donc chercherait à se venger. Contrairement au Chupacabra, Gothman s'en prendrait sans distinction aux humains comme aux animaux et on le dit particulièrement attiré par des jeunes couples discutant dans des voitures garées dans des coins isolés. Selon le docteur Barry Person, un folkloriste de l'université du Maryland, il est possible que des références à ce cryptide aient été repérées dans des écrits de mythologie grecque remontant à 520 avant notre ère.
Encore un de mes cryptides préférés. Le diable de Jersey est généralement décrit comme une créature bipède avec des sabots, habitant où? Dans le New Jersey, vous suivez pas. Pour vous raconter l'origine de la légende, il faut remonter à 1735. À cette époque, une habitante du New Jersey, n'est-ce pas, dans la petite ville de Estelville, qui s'appelle Deborah Leeds, est déjà mère de 12 enfants, mais donne prétendument naissance à une créature monstrueuse qui la tue avant de disparaître. Cette créature, vous l'aurez compris, devient le diable de Jersey. La légende a connu une importante renommée en 1909 lorsque plusieurs personnes ont affirmé avoir vu ou avoir été attaquées par le diable de Jersey. L'histoire est à l'époque abondamment couverte par la presse, ce qui engendre une vague de panique dans la vallée du Delaware, où de nombreuses écoles restent fermées et que de nombreux travailleurs restent chez eux. À cette même période, des traces de sabots attribués aux cryptides sont même retrouvées dans la neige. Mais dès la fin du mois de janvier, les témoignages s'arrêtent. Alors une chose qui est intéressante, c'est que pour les attaques de 1909, la créature est décrite différemment de celle de 1735. Elle aurait cette fois le corps d'un serpent, la tête d'un cheval et aurait de très grandes ailes. Voilà, c'est charmant. Depuis, des témoignages rapportant des attaques du diable de Jersey émergent de temps en temps, mais il faut dire qu'ils ne sont pas non plus nombreux. Par exemple, en 1927, un chauffeur de taxi raconte que, alors qu'il est arrêté sur le bord de la route pour changer son pneu, le Jersey Devil aurait atterri sur le toit de la voiture, ouvrant grand ses ailes et secouant le véhicule jusqu'à quasiment le renverser. Le chauffeur terrifié aurait alors pris la fuite. Bien que déclaré aux autorités, aucune preuve de cette supposée attaque n'a été retrouvée. Et avant de clore ce chapitre, j'aimerais vous parler d'un found footage ayant pour sujet le diable de Jersey qui s'appelle The Last Broadcast. C'est un film qui est sorti en 98 et qui raconte l'histoire de deux présentateurs d'une émission appelée Fact or Fiction qui partent dans la forêt du New Jersey pour rechercher le cryptide. I'd come to this project with many of the same assumptions that you have concerning the Jersey Devil murders and the guilt of Jim Seward. His characterization as a troubled young man responsible for a spree of horrific, ritualistic homicides. What really happened that night? And is Jim Seward truly responsible? Most people, when they commit a crime, aren't being videotaped, like, you know, when they're doing it, or like near the time when they're doing it. It was like spying in on this crime about to happen. No one else had the opportunity to commit those murders except for Mr. Jim Seward. I feel weird about it. Yeah, I know, me too. This whole idea to come out into the woods and stuff. You know, from the Pine Barrens and have radio and internet and this and that. And, you know, I knew it was going to be a fiasco. I didn't really think it was going to end up like it did, but I knew it wasn't going to look pretty. The attacker was using both hands with two weapons and was ambidextrous. As they said on Fact or Fiction, you decide. C'est un de mes found footage préférés, mais je crois qu'il reste très méconnu en Europe et qu'il est d'ailleurs difficilement trouvable aujourd'hui. Tiens, je vais me le regarder ce soir. Je vais être tout à fait honnête, je n'avais jamais entendu parler du Stellar Sea Ape avant de travailler pour cet iceberg. Je sais pas pourquoi, je passe trop de temps à chasser les fantômes, je présume. Mais en faisant mes recherches, je pense que j'ai trouvé une sorte de début de réponse. Bien que se trouvant plutôt vers le sommet visible de l'iceberg, ce cryptide n'aurait en fait été aperçu qu'une fois, le 10 août 1741 en Alaska. Voilà, donc c'est pas ma faute en vrai. C'est un explorateur du nom de George Wilhelm Steller qui rapporte avoir vu dans les eaux de l'Alaska une créature ayant la
la tête d'un chien et le corps d'un requin d'environ 1,50 m. Selon Steller, toujours, le cryptide aurait sur le corps une fourrure grise et il dit que cette apparition lui aurait rappelé une illustration de Konrad Gessner, un naturaliste suisse qui avait surnommé son dessin Simia marina, ce qui traduit du latin veut dire le singe de mer. Le Steller Sea Ape serait aperçu la tête sortant hors de l'eau, jouant avec une algue marine et observant le navire sur lequel se trouvait Steller lui-même, le Saint-Péter, et ce pendant plus de 2 heures. Bien sûr, l'explorateur aurait essayé d'abattre le cryptide marin. On souffle, parce que l'homme est sans surprise une sombre ordure, sans y parvenir. Eh ben, c'est bien fait pour lui. Une seconde observation de la même créature aurait été faite en 1969, mais il n'existe aucune référence précise de cette rencontre-ci, à part une histoire racontée oralement. Un biographe spécialisé en faune maritime de l'Alaska, Dean Littlepage, avance l'hypothèse que le Steller Sea Ape aurait pu être une otarie à fourrure du Nord, appelée également ours de mer, justement à cause de leur fourrure. Mothman, je suis heureux, j'adore Mothman. Alors comme Bigfoot, je vais essayer de résumer un petit peu la légende de Mothman parce que le sujet est tellement vaste et passionnant que j'aimerais vraiment en faire une vidéo à part entière. Mais l'homme papillon ou l'homme phalène nous vient de Virginie occidentale, plus précisément de Point Pleasant aux États-Unis, après une série de témoignages entre 1966 et 1967. Mothman est un des cryptides les plus connus, notamment grâce au livre de John Keel, The Mothman Prophecies, adapté plus tard au cinéma. La première apparition de Mothman a lieu le 12 novembre 1966. Un groupe de 5 employés d'un cimetière prépare un enterrement pour le lendemain lorsqu'ils voient une créature ailée s'élever au-dessus de la cime des arbres. Selon les 5 hommes, le doute n'est pas possible. Il ne s'agissait pas d'un oiseau, mais bien d'une créature humanoïde. À partir de cette date et pendant de longs mois, la créature va être vue à de très nombreuses reprises. Elle est décrite comme faisant plus de 2 mètres, avec des grands yeux rouges, ce qui lui vaut son surnom de Mothman, et des ailes dans le dos lui permettant de voler à plus de 150 km/h. Certains des témoins affirment avoir parfaitement vu Mothman, ce qui est plutôt inhabituel et intéressant. Un groupe d'adolescents et d'adolescentes rapporte même à la police de Point Pleasant avoir été pourchassés par la créature pendant de longues minutes. À l'époque, très vite, les autorités prennent la situation très au sérieux, surtout au vu du nombre de témoignages. Une conférence de presse est organisée, des fouilles sont effectuées en particulier dans une zone qui s'appelle la TNT Area, dans laquelle de nombreuses apparitions ont eu lieu. La police ne trouvera rien. La fin de l'épisode Mothman coïncide étrangement avec une tragédie survenue le 15 décembre 1967, l'effondrement du Silver Bridge à Point Pleasant, dans lequel 46 personnes trouvent la mort. Plusieurs personnes présentes sur la scène de la tragédie affirment avoir vu quelques instants avant que le pont ne s'effondre, Mothman survoler la structure. Ainsi, une partie des témoins pense que la créature est à l'origine de l'accident, alors qu'au contraire, une autre partie pense que Mothman était là à ce moment pour prévenir et alerter. Après l'effondrement du Silver Bridge, les apparitions de Mothman se feront de plus en plus rares. Une des hypothèses avancées par les sceptiques est que la créature aurait en fait été une chouette lapone. Voilà, bon. Je suis pas spécialiste, mais comme je vous l'ai dit, il y a énormément de choses à raconter et détailler concernant Mothman et je vous promets d'aller beaucoup plus en profondeur dans une vidéo prochainement. C'est le tiers de tous mes cryptides préférés. Par Bigfoot, bien sûr. Tu es mon préféré, tu le sais. Tu le sais que tu es mon préféré. Le Flatwoods Monster a plusieurs autres surnoms, comme le Flatwoods Beast, le Braxton County Monster, en français le monstre du comté de Braxton, Braxy, ou encore the Frametown Monster. Et pour en parler, nous allons rester un peu plus longtemps en Virginie occidentale. Je vais finir par aller en Virginie occidentale, moi, avec tous ces cryptides là.
C'est combien de temps l'avion? Avion. France. Point Pleasant. Vol pour Point Pleasant. 15h33. Oui, c'est faisable. Hein? C'est faisable. Et pour la première fois de notre iceberg sur les cryptides, nous avons affaire à une créature que l'on pense d'origine extraterrestre. L'incident du Flatwoods Monster a lieu le 12 septembre 1952 dans la ville de Flatwoods. C'est bien. Lorsque 3 petits garçons qui jouent au foot voient un objet lumineux qui traverse le ciel et semble atterrir non loin de là dans le champ d'un fermier du coin. Les enfants courent alors voir la mère de l'un d'entre eux pour lui dire qu'ils pensent avoir vu un ovni. Aussitôt, un petit groupe formé par les enfants et 2 adultes se dirige vers le champ en question pour enquêter. Arrivé à quelques mètres du lieu supposé de l'atterrissage de l'UFO, un chien qui accompagne le groupe se met à aboyer et part en direction d'un endroit caché un peu plus loin. Quelques secondes plus tard, il revient en jappant et la queue entre les jambes. Quelques mètres plus loin, le groupe voit ce qu'il décrit comme une large boule de feu qui pulse. Il rapporte aussi une épaisse brume grise qui leur pique les yeux et la gorge. Les locaux voient alors une créature plus mécanique qu'organique qui commence par se diriger vers eux en émettant un son strident pour finalement changer de trajectoire et se diriger vers la boule de feu. C'est à ce moment que l'entièreté du groupe part en courant totalement terrifiée. La créature elle-même est décrite comme ayant une tête en forme d'as de pique, un visage rond avec 2 yeux brillants et 2 bras aux doigts griffus. Elle porterait une armure et une jupe plissée et brillante. Le jour même de l'incident, les autorités et les médias sont prévenus. Outre les témoignages concernant cette rencontre avec le Flatwoods Monster, des traces de brûlures au sol et un liquide noirâtre ont été retrouvées à l'endroit de l'apparition dans le champ. Le lendemain, 13 septembre 1952, un témoin nommé George Snitowski observera le même maître ou le même monstre à Stoughton dans la même région, avec une odeur comme de l'éther mêlé à du soufre brûlé. L'enquête de la police conclut à la possible chute d'une météorite et la possible vision d'un raton laveur et ou d'une chouette confondue avec la créature. Je précise quand même que les enfants présents ce soir-là sont restés en état de choc pendant plusieurs heures et seront incapables de manger pendant 3 jours à cause de leur gorge inflammée par la baume grise. Un des adultes également présents, qui s'appelle Eugène Limon, fut pris de convulsions et de vomissements toute la nuit suivante et que le chien ayant accompagné le groupe est mort le lendemain. Je pense que c'est important de le préciser quand même en termes de raton laveur et de chouette. Alors, pour ce dernier niveau du tiers 2, c'est un petit peu plus complexe que les autres, puisque le thylacine est considéré parfois comme un cryptide et parfois comme une espèce disparue. Ou pas d'ailleurs, vous allez voir. Je m'explique. Le thylacine est un mammifère marsupial, également appelé loup ou tigre de Tasmanie, dont l'espèce est considérée comme éteinte depuis 1936. Le thylacine était largement répandu en Australie et en Nouvelle-Guinée il y a plusieurs milliers d'années. Mais les prédateurs naturels, mais surtout les chasseurs, ont eu raison de son existence et plus aucun spécimen n'a été observé depuis 1936. Mais certains cryptozoologues ont tenté de prouver sa survivance plusieurs fois ces dernières années, puisque l'animal aurait été aperçu en 2013, mais plus récemment en 2007 et en 2018, sans que soient récoltées des preuves matérielles, ou en tout cas d'autres choses que des témoignages. Il existe des images du tout dernier thylacine vivant malheureusement derrière des barreaux, dans un zoo, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'homme est une sombre ordure. Et c'est avec la mort de cet individu-ci que l'espèce est considérée comme éteinte. Cependant, l'Association pour la recherche sur les espèces rares de la faune australienne déclare disposer de 3800 rapports de personnes ayant déclaré avoir vu l'animal vivant en Australie. Mais comme je vous le disais, il n'existe aucune
preuve de la réalité de ces témoignages. C'est pour cette raison que le thylacine apparaît dans cet iceberg des cryptides. Voilà, je vais m'arrêter là, je pense, pour aujourd'hui, donc à la fin du niveau 2 de notre iceberg, même si, comme vous pouvez le voir, il reste encore de nombreux sujets. Mais justement, j'ai envie de prendre mon temps pour vous parler de cet iceberg qui, moi, me passionne, et j'ai pas envie de faire une vidéo qui dure des heures, ce serait ingérable pour moi et indigeste pour vous. Cela étant dit, je vais tourner la suite de cette vidéo là dans les quelques jours qui arrivent. Vous n'aurez donc pas à attendre longtemps pour voir la suite. Si le système des icebergs vous intéresse, je vous rappelle que ma vidéo sortie en collaboration avec Alco sur l'iceberg des rencontres UFO et UAP est disponible. Je vous la mets là en haut de l'écran. Foncez la regarder si vous ne l'avez pas vue et surtout n'oubliez pas d'aller regarder la partie 2 sur la chaîne directement d'Alco. Je vous mets le lien en description. Si votre nom apparaît maintenant, un immense merci. Cette chaîne existe grâce à vous. Pour vous aussi, avoir votre nom au remerciement, voir les vidéos avant tout le monde et avoir accès à d'autres avantages rien que pour vous, ça se passe sur mon Patreon. Le lien et les infos sont en description. Voilà, moi je vous dis à dans quelques jours pour la suite de l'iceberg. En attendant, prenez soin de vous et de vos fantômes. Et de vos cryptides aussi, parce que pourquoi pas.